Bienvenue dans le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grands entretiens. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand format, votre émission de référence sur Radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Chaque semaine, le grand format vous propose des échanges approfondis avec les acteurs majeurs de l'humanitaire et du développement afin de mieux comprendre les crises, les besoins des populations et les réponses mises en œuvre sur le terrain. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial consacré au plan de réponse humanitaire annuel du Mali, un document stratégique essentiel qui structure l'action humanitaire face à l'ampleur et à la complexité des besoins. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Lucien Dounia Simba, chef de bureau adjoint du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. M. Simba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, le plaisir est à moi d'être là et de pouvoir aussi m'entretenir avec votre audience. Bienvenue dans le grand format. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement le plan de réponse humanitaire et nous expliquer en quoi il est particulièrement important dans le contexte humanitaire actuel du Mali? Le plan de réponse humanitaire de 2026 entre dans une suite des plans qu'on a lancés ici au Mali, qu'on a fait pour le Mali depuis 2013. Et pour cette année, le plan de réponse humanitaire a, après des analyses, démontré qu'on avait 5,1 millions de personnes qui restaient encore dans les besoins humanitaires, ce qui représente à peu près 20% de la population. Et la communauté humanitaire s'est engagée à prendre en charge ou à cibler 3 millions de personnes. Et naturellement, nous allons avoir besoin de ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de réponse humanitaire. Ce qui fait que l'estimation qui a été faite par les techniciens de tous les secteurs engagés dans la réponse humanitaire a été établie à 577 millions de dollars pour 2026. Ce plan de réponse humanitaire, donc, pour nous, c'est une feuille de route qui est élaborée de concert avec le gouvernement par la communauté humanitaire, qui regroupe des priorités et des interventions que les acteurs humanitaires vont devoir mettre en œuvre. Et c'est un plan de réponse qui est annuel. Donc normalement, on commence à le mettre en œuvre le 1er janvier de l'année et on estime que ce plan sera achevé au 31 décembre 2026. Donc il va coordonner des assistances qui visent à sauver des vies, mais aussi à assurer la protection et la dignité des personnes affectées par des chocs et à créer aussi des partenaires avec des solutions durables en assurant une certaine protection des moyens de subsistance des personnes vulnérables qui ont besoin d'assistance humanitaire. Donc la situation humanitaire, comme vous le savez, ici reste un peu critique. Et nous appelle tous à la solidarité, à rester en alerte pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Parce qu'on pense que ne pas le faire, ça aggraverait un peu la situation de ceux qui sont déjà dans la situation humanitaire. Et que aussi le faire dans un cadre coordonné comme ce plan de réponse humanitaire nous amène à éviter à ce qu'il y ait des doublons dans des interventions. Et aussi à nous assurer à ce que là où il y a vraiment des besoins sévères, soient des endroits qui soient ciblés par des assistances. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cela, mais tout reste aussi conditionné par la mobilisation des ressources. Concrètement, à quoi sert ce plan pour les populations affectées et pour les acteurs humanitaires sur le terrain? Pour la population affectée, ce plan est très important parce qu'il permet à ce qu'on puisse avoir un cadre de mobilisation des ressources qui permettent à ce qu'on puisse disponibiliser des intrants à donner aux personnes qui sont dans les besoins. Et ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir coordonner nos interventions pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de zones qui soient oubliées par les acteurs humanitaires
et éviter aussi de concentrer des assistances là où on est peut-être au-delà de l'aide. Donc tout cela est coordonné par les autorités. Nous travaillons avec les services techniques de l'État pour identifier des endroits où il faut impérativement apporter l'assistance. Merci beaucoup, Monsieur Simba. Alors, dites-nous quelles sont les principales priorités retenues dans le plan de réponse humanitaire et sur quels critères ont-elles été définies? D'abord, les critères de définition des besoins. Les besoins ont été identifiés sur un processus de consultation, d'analyse des besoins, de consultation des bénéficiaires ou des personnes affectées par des chocs. Et cela nous a amené à identifier en fait 3 axes qui devront être pris en compte dans le cadre de ce plan de réponse humanitaire. Le premier axe, c'est l'axe qui relève même de notre identité, de l'identité humanitaire, qui vise à sauver des vies, à faire à ce qu'il n'y ait pas de vies qui périssent pour manque d'assistance. Ça, c'est le premier axe de ce plan de réponse humanitaire, qui est aussi une grande priorité pour nous. Le deuxième axe, en fait, c'est l'axe qui va mener ou garantir la protection des personnes, la protection et la dignité des personnes qui bénéficient de l'assistance. Nous devons créer un environnement qui n'expose pas les populations quand elles reçoivent l'assistance. Et nous devons assurer à ce que cette assistance soit accordée dans un environnement qui respecte les us et coutumes de ces personnes et leur dignité. Et donc le troisième axe, c'est comme je le disais avant, c'est créer pratiquement une passerelle ou faire un relais aux activités de développement. Nous devons nous assurer que les personnes qu'on est en train d'assister sont en train de sortir des situations d'urgence humanitaire pour aller ou transiter vers les besoins de développement. Donc ce sont les 3 axes que nous allons poursuivre dans le cadre de ce plan de réponse humanitaire et qui constituent pour nous des priorités. Ces priorités sont-elles appelées à évoluer en fonction de la situation sécuritaire ou climatique au cours de l'année? Naturellement oui. En cas de baisse des chocs liés à l'insécurité, ce que nous souhaitons tous, ça permettra à ce qu'on puisse se concentrer sur le troisième axe par exemple. Vous savez qu'au Mali, il y a des personnes déplacées depuis 2012-2013 et qui sont toujours en situation de déplacement. Donc, toute baisse d'insécurité dans des zones, c'est une opportunité de pouvoir organiser le retour. Et quand on organise le retour, c'est déjà un indicateur pour assurer à ce que des projets de solutions durables puissent se mettre en place. Donc, voilà, la baisse d'insécurité créer une opportunité de sortie des crises humanitaires. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là avec tous les partenaires et en particulier avec les services techniques de l'État, dont la Direction nationale de développement social, qui dépend du ministère de la Santé et du Développement social, mais aussi en regardant aussi de l'autre côté du ministère de la Réconciliation. Alors, quels sont les secteurs clés couverts par le plan en termes de santé, sécurité, alimentaire, protection, éducation? Et quel type de besoins vise-t-il à adresser? Bon, à ce niveau-là, je ne dirais pas qu'il y ait un secteur clé par rapport à un autre. La réponse que nous apportons, c'est une réponse holistique qui est organisés autour de cet secteur, notamment la santé, l'éducation, la nutrition, la sécurité alimentaire, j'en passe, mais aussi la coordination et les services communs. C'est autour de tous ces secteurs-là, autour de ces 8 secteurs que nous apportons cette assistance. Et on veille à ce que le paquet soit le plus maximum possible afin de permettre à ce que l'impact humanitaire soit visible et que ça puisse aussi permettre réellement aux bénéficiaires de l'assistance de se relever et de sortir de l'état d'urgence humanitaire. Existe-t-il aujourd'hui des secteurs particulièrement sous pression ou insuffisamment financés? Compte tenu de l'environnement de financement de 2025, je dirais que tous les secteurs sont sous-financés. Peut-être j'ajouterais en disant qu'il y a des secteurs qui, sous-financés, sont très importants pour la vie des personnes. Et on veille à ce que quand il y a des financements, qu'on puisse orienter à ce que ces secteurs soient maintenus sur le cas des secteurs comme la santé, le secteur comme la nutrition. Parce que si on est en retard par rapport à la réponse nutritionnelle, les conséquences peuvent s'observer sur des dizaines de décennies, sur les enfants qui en ont été victimes. Mais aussi l'éducation.
Parce que des fois, on pense que l'éducation vient après, mais l'éducation est très importante. Parce que si on a des baisses de financement dans l'éducation, ce sont des générations qui sont sacrifiées. Donc on veut à ce que ce genre de secteur soit priorisé dans les maigres ressources que nous obtenons. Comment le plan intègre-t-il les besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, les enfants, les femmes et les personnes en situation de handicap? La réponse humanitaire répond aussi à un impératif mondial de ne pas laisser personne derrière. Et ça, c'est un engagement qui a été pris déjà au niveau global par les Nations Unies avec tous ses partenaires. Le plan de réponse humanitaire aussi s'inscrit dans toute la réinitialisation de l'aide humanitaire qui insiste à ce que des personnes spécifiques soient effectivement priorisées dans les réponses humanitaires. Vous avez cité les personnes handicapées, vous avez cité les femmes et les enfants, les femmes allaitantes, les femmes enceintes. Ce sont des catégories de personnes que nous veillons à intégrer dans la réponse humanitaire et des fois même à prioriser dans l'organisation de cette réponse humanitaire. Quand vous regardez en profondeur le plan de réponse humanitaire, on ne se limite pas à donner les chiffres des personnes, mais on regarde de donner des agrégés qui nous permettent de voir quelle catégorie de personnes, de quel âge aussi, parce qu'il y a aussi l'aspect âge qui entre en jeu pour mesurer la vulnérabilité des populations. Donc naturellement, ce plan de réponse a cet avantage-là de prendre en compte tous ces besoins spécifiques liés aux catégories de personnes. Donc, peut-on dire que l'approche communautaire est aujourd'hui un pilier central du plan? Naturellement, oui, parce que ce plan de réponse humanitaire s'est mis en place aussi dans le cadre où nous sommes en train de placer la localisation au centre des opérations. Cette localisation nous permet d'assurer à ce que même les personnes qui sont concernées par l'assistance de participer à l'organisation de l'assistance dont ils ont besoin. Et là, vous serez d'accord avec nous en reconnaissant que toute chose qui se planifie sans nous, c'est peut-être contre nous. Et nous sommes en train d'agir en sorte que les personnes affectées soient consultées, soient impliquées, non seulement dans l'organisation de la réponse, même dans l'identification des besoins. On veut apporter l'assistance dont la communauté a besoin et on veut s'entendre avec la population sur la forme dans laquelle l'assistance va être donnée. Il y a des populations qui voudront à ce que l'assistance soit en nature, mais il y a d'autres qui voudront à ce que l'assistance soit donnée en cash pour qu'elles puissent elles-mêmes s'organiser pour aller payer ce dont elles ont besoin. Et dites-nous, quelle innovation ou nouvelle approche ce plan introduit-il par rapport aux exercices précédents? Ce plan de réponse humanitaire, en fait, arrive au bon moment, au moment où on était en train de continuer à tester, si je peux dire, certains mécanismes. Et donc, ce plan de réponse humanitaire 2026 vient pour confirmer cela. C'est ce que je venais de dire, par exemple, pour l'utilisation du cash pour multiples conditions. Et ça, nous sommes en train de passer de 6 à peu près 12% du volume d'assistance qui va être donné ici au Mali en 2026. Ça va être une innovation pour nous. Et aussi, nous sommes en train aussi d'innover dans le sens d'amener un niveau communautaire de coordination de cette assistance. 2026 va être une année où l'assistance va s'évaluer au niveau des communautés et moins au niveau des régions et encore moins encore au niveau national. Ce sont des communautés qui vont évaluer l'assistance dont elles ont besoin, l'assistance qui est apportée et l'impact de cette assistance une fois qu'elle est déjà donnée. Alors, parlant de coordination humanitaire, dites-nous comment le plan de réponse humanitaire contribue-t-il au renforcement de la coordination entre les acteurs humanitaires nationaux et internationaux? En fait, le plan de réponse humanitaire, c'est le résultat de cette coordination entre tous les acteurs qui sont engagés dans la réponse. Parce que OCHA, à partir du mois de juin de l'année dernière, de juin 2025, OCHA a travaillé avec tous les secteurs humanitaires. OCHA a travaillé avec tous les services techniques de l'État pour d'abord rassembler les données, identifier les besoins, les analyser, identifier des endroits où il y avait plus de sévérité. Et ce travail a été fait d'abord au niveau technique par tous ces techniciens. Après, on est passé au niveau supérieur de l'équipe humanitaire pays qui travaille naturellement avec le ministère de la Santé pour confirmer les données et les contenus et l'ampleur de la crise qu'on a ou à laquelle on fait face ici au Mali. Et après cela, vous avez assisté au lancement de ce plan de réponse humanitaire. C'est aussi un effort de coordination pour qu'on arrive
organisé ce lancement du plan de réponse humanitaire par le ministère de la Santé qui a l'enveloppe ou le portfolio de l'action humanitaire au Mali. Selon vous, quel rôle jouent les autorités nationales et les ONG locales dans ce dispositif de coordination justement? Le rôle des autorités nationales, c'est le rôle de pivot. Nous avons eu à jouer au basket par le passé et nous savons que le pivot, quand on vous appelle pivot, c'est que vous jouez le rôle central. C'est autour de vous que tout tourne. Et donc, pour l'action humanitaire, nous n'oublions pas que la responsabilité première d'apporter l'assistance au Mali incombe aux autorités maliennes. Et donc, c'est ces autorités qui nous donnent la direction à suivre. Tout ce que nous faisons de notre côté, comme communauté humanitaire, c'est d'appuyer et d'accompagner ces autorités nationales. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, on s'assure à ce que les autorités nationales, régionales ou locales soient impliquées dans les processus. Quel rôle les médias, et en particulier les radios humanitaires et communautaires, peuvent-ils jouer dans la diffusion et la compréhension du plan auprès des communautés? Les radios, les médias vont porter la voix au-delà de là où nous pouvons arriver. Et comme on a eu à l'expliquer dans le cadre de la réinitialisation de l'action humanitaire, on replace la personne affectée au centre des opérations. Et nous pensons que la personne ou l'organe qui a la possibilité de parler avec des personnes affectées, des personnes assistées, c'est vraiment les radios. Et donc nous pensons qu'en 2026, même nous, OCHA, et même toute la communauté humanitaire, va renforcer encore une fois sa collaboration avec les médias en fait d'assurer à ce que non seulement les besoins des populations soient communiqués, mais aussi les acquis de cette aide humanitaire soient aussi connus à tous les niveaux. Parce que des fois, les réussites dans une localité peuvent inspirer celles d'une autre localité. Comment OCHA travaille-t-elle avec les médias pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance des populations? C'est une très bonne question, mais nous pensons que la meilleure façon de lutter contre la désinformation, c'est d'informer. Donc nous allons informer davantage. Et nous allons utiliser tous les mécanismes qui existent, qui sont à notre portée, pour pouvoir nous assurer que les agents des médias sont suffisamment informés sur l'action humanitaire au Mali. Alors, Monsieur Lucien, nous arrivons au terme de cette émission. Pour terminer justement, quel message clé OCHA souhaiterait-elle adresser aux communautés et au grand public à travers cette émission? Aux communautés maliennes, en particulier celles qui sont affectées par des crises, c'est de dire que la communauté humanitaire, aux côtés du gouvernement du Mali, reste solidaire et que tous les efforts vont être déployés afin de nous assurer que l'assistance leur parvienne en toute dignité et que nous allons mener ce combat de veiller à ce qu'il ne puisse pas y être de vies qui disparaissent par manque d'assistance. Et à la fin aussi, c'est de dire à cette communauté malienne que nous allons avoir besoin d'elle pour assurer à ce que ce rôle de redevabilité dont ils sont à la base puisse aussi être bien assumé. Merci beaucoup. Alors, souhaitez-vous adresser un message à l'ensemble de nos auditeurs? Aux auditeurs, c'est de leur dire que voilà, nous allons passer le plus souvent possible pour évaluer ensemble l'impact ou la mise en œuvre de ce plan de réponse humanitaire. Et par là, je m'imagine qu'une fois les 3 mois pourrait être suffisant. Merci infiniment, Monsieur Lucien Dounia Simba. Merci beaucoup. Chef de bureau adjoint du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, pour votre disponibilité et pour ces éclairages essentiels sur le plan de réponse humanitaire. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité à Radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette émission, le grand format, vous a été présentée par Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour un nouveau numéro. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportage, analyse et grand entretien. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain.
Bienvenue dans le grand format.